Le gameplay c'est de la merde, l'open world c'est de la merde, les ennemis c'est de la merde, l'histoire c'est de la merde, tout est de la merde. Voilà, c'est dans ce jeu, il n'y a rien à sauver. SimCity 2000, exceptionnel. À mes expéditions 33, là pour le coup je l'ai fini et c'est rare, quand je finis les jeux c'est vraiment rare. D'ailleurs on est peut-être en train de réfléchir pour faire un épisode sur les Arkham Asylum un jour. Ah c'est tellement bon. Je pourrais en faire un épisode des jeux qui m'ont marqué, mais je l'ai jamais fait parce que j'ose pas. Je vois École Dauphin, même pas envie de le toucher avec les doigts. Et Kakarot, je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens n'ont pas aimé et que pourtant moi c'est vraiment le jeu de rêve que j'ai toujours attendu. Je regarde un petit peu. Ça c'était quel jeu que tu voyais? Moi c'était celui-là. C'était Warcraft 2. Est-ce que c'était mon premier jeu de stratégie? Non, c'était mon deuxième jeu de stratégie. Je l'ai eu sur PlayStation à l'époque parce que j'avais pas de PC pour jouer à ça. Et j'avais découvert les jeux de stratégie. Je crois que le premier que j'ai eu c'était Command & Conquer sur PS1 aussi. Et après ça, j'ai acheté Warcraft 2 et c'était incroyable. Et je trouve que Warcraft 2 est incroyable avec les unités maritimes, etc. Moi, je n'ai pas joué à Warcraft 1, hein. J'ai commencé par le 2 directement. Excellent. Mais par contre, STR à la manette, du coup. STR, oui c'est vrai, STR à la manette effectivement, c'était pas le plus pratique, mais bon, comme j'avais pas de point de comparaison, parce que j'avais pas de PC, j'avais jamais tenu de souris de ma vie, donc je me suis dit, c'est bien, ça va, ça marche, c'est cool, et c'était très très cool, c'était mon introduction à la licence de Warcraft, que je reverrai que bien des années plus tard avec World of Warcraft, et je m'étais vraiment beaucoup amusé, et c'est dommage que beaucoup de gens n'aient que joué à Warcraft 3 sans avoir découvert Warcraft 2, parce que c'est quand même la base en fait. J'ai envie d'aller chercher ça, que j'ai eu sur Master System. Alors moi j'ai eu Sonic, évidemment, intuable. Moi j'étais Team Sega, hein, quand j'étais plus jeune. Il y avait, bon, ça, même maintenant ça semble ridicule, hein, parce qu'il n'y a plus cette guerre des... Il n'y a plus vraiment cette guerre des... Il y a encore une espèce de rivalité de consoles, et encore que, pas vraiment. Check this out, brand new 16-bit Super Nintendo with Super Mario World, wow! Oh, what's this one? Oh, this is Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors, huh? Wow, Sonic's fast! Mais il n'y a plus vraiment cette guerre des mascottes qu'on pouvait avoir avec Sonic versus Mario à l'époque, qui était débile, hein, quand on y pense. Du coup, Sonic, je crois que c'est celui-là parce que c'est dans la jaquette. Il y avait un infâme passage avec le deltaplane qui était absolument horrible à manier et c'était vraiment un truc unique à la Master System qui n'était pas du tout présent dans la version Mega Drive. C'était à se foutre en l'air vraiment, et je crois que c'était aussi présent sur la version Game Gear, il me semble. Bon, je me force à dire Game Gear, mais j'ai toujours dit Game Gear. Est-ce que le deltaplane de Sonic, c'est ton premier instant de rage de gamer? Oh non, mon premier instant de rage, c'était sur Lynx Atari, toute première console que j'ai eue, littéralement sur le premier jeu, sur un jeu qui s'appelle Rigard sur Lynx Atari, qui est le tout premier jeu vidéo que j'ai eu de ma vie. Lynx Atari que j'ai cassé d'un coup de genou. C'était mon père qui me l'avait offert quand j'avais 8 ans et qui du coup indirectement m'a mis sur le chemin des consoles et tout, et de joueurs de grenier. Chaque fois que j'y jouais assis sur le lit, et chaque fois que j'y jouais, je mettais un petit coup de genou quand je perdais sur la manette, parce que j'étais un gros rageux déjà. Un jour j'ai mis un coup de genou et elle s'est éteinte et elle ne s'est plus rallumée malheureusement. C'est vraiment ton origin story. Hein. C'est un peu l'origin story du coup. JDG, c'était Rigard sur Lynx Atari. Et là je cherche, voyons, est-ce que je vais trouver Jurassic Park sur Master System là-dedans? Mais ça, de toute façon, en vrai, c'est très difficile parce que ça, vraiment, c'est un truc qui était bien mieux sur Mega Drive, c'est que les jaquettes Master System, elles sont toutes blanches, dégueulasses, et tu vois rien. En fait, c'est vraiment, t'es obligé de lire le titre, et ça là. Je pense qu'il y a le titre de la pire jaquette de l'histoire du jeu vidéo. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, en fait? Est-ce que ce mec est décapité? Est-ce qu'il tient sa tête, sa propre tête dans les mains, mais lui est décapité? Est-ce que le dessin du bras est pas fini? Est-ce que c'est la tête de quelqu'un d'autre? On sait pas. C'est vraiment, c'est des jaquettes, c'est dessiné par un bébé, en fait. C'est horrible. Les jaquettes de Master System, elles sont horribles. Vraiment, c'est les pires jaquettes du monde, elles sont sur Master System. Par contre, c'était solide. Oui, alors ça, par contre,
Mega Drive, Sega là-dessus, ils étaient intuables. Parce qu'il n'y a pas... Je crois que c'est impossible d'avoir une boîte de Super NES en bon état, alors que les trucs de Mega Drive... Bon, à part ce truc qui s'arrachait tout le temps, là, mais sinon... PS1, Oui, PS1, c'est impossible. PS1, toutes mes boîtes de PS1, elles sont pétées. Ah, Stronghold, ouais, moi c'est Homeworld en fait. Group 6 to combat stations. Thank you. See you there, Controller under fire. Excellent jeu de stratégie de chez Relic, il y a le 3 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Les musiques sont magnifiques, c'est vraiment, c'est une vibe très spécifique en fait, Homeworld. C'est un jeu de... C'est du RTS mais en 3D, donc ça veut dire qu'il y a vraiment le... Il y a le plan X mais il y a aussi le plan Y, donc on peut arriver sur les ennemis par le dessus ou le dessous. Le rythme est très très lent, c'est du pierre-feuille-ciseau au sens où il faut faire des chasseurs, parce que c'est les chasseurs ça tue les bombardiers, mais les bombardiers ça va tuer les frégates ça va tuer les torpilleurs, etc. Donc c'est un gros système de pierre-feuille-ciseau, mais surtout l'ambiance est particulièrement mélancolique, c'est vraiment un délire de civilisation qui un jour découvre qu'elle n'est pas originaire de la planète ou d'où elle croit venir, et du coup elle cherche à retourner à son ancienne planète, et sur le chemin elle va découvrir d'autres races, etc. Il y a un ton très spécifique dans la série, dans la saga Homeworld, et c'est vraiment super agréable et je recommande énormément. Je pense que j'ai toujours un peu aimé tout ce qui est les trucs liés à l'espace. J'essaye de remonter le plus loin que je connaisse. Un film. Ouais, un film, mais est-ce un film? Parce que du coup, le de Galactica, je l'ai vu bien plus tard, la saga Galactica. Ça, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Star Trek. Même pas, j'ai jamais... Star Wars, en fait, les Star Wars, je les ai regardés assez tard, et j'étais pas plus fan que ça. Non mais si, non, c'est Wing Commander. C'est évidemment, en fait, c'est Wing Commander par le même dev que Star Citizen, hein, c'est Chris Roberts, le Saint Chris. C'était un jeu avec Mark Hamill, hein, notamment, et c'est ça, c'est un space opéra archi classique, hein, Wing Commander, pardon, et c'est ça qui m'a mis dedans et qui me dit putain, c'est cool. Et en fait, je me demande même si j'ai pas vu les Star Wars peut-être après Wing Commander. Ça, c'est même possible parce que je me souviens des Star Wars, je les ai vus quand j'étais adolescent, donc assez tard en vrai. Ouais. L'horrible, le fameux l'horrible. Celui-là, t'as fait un deuxième JDG, c'est quand même... On a fait un deuxième JDG dessus parce qu'en fait, ça nous arrive très souvent, surtout dans les vieux épisodes où on commençait à traiter un sujet, on s'arrêtait assez vite. Et en fait, en y rejouant plus tard, on se dit mais en fait merde, on a fait 5% du jeu, on n'est pas allé loin, et on est revenu dessus. Après le passage avec les anneaux dans Superman 64, soi-disant, il y aurait un jeu. Il y a plein de jeux comme ça dans les vieux épisodes de JDG qui mériteraient qu'on y retourne dessus. Je pense à Chevalier du Zodiac aussi, où on a à peine gratté la surface. Chevalier du Zodiac, la légende d'or. La légende d'or. Mais non, mais ça veut dire quoi ça, les légendes d'or? La légende des Chevaliers d'or. Donc ouais, c'est le pire jeu du monde en fait, hein. C'est juste le pire jeu du monde, voilà. J'en vois deux, c'est archi classique. Et encore ça, c'est la version Platinum, moi j'ai la version normale, voilà, je tiens à le dire. Je l'ai plutôt en bon état, d'ailleurs c'est une de mes rares boîtes que j'ai en bon état, FF7. Ouais, alors bon, je sais que c'est pas original, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire oui, mais FF6 c'est mieux en fait que le 7, les 7 c'est des moutons. Bah oui, mais moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai commencé avec le 7 et c'était trop bien. Et d'ailleurs, je me rappelle que quand j'ai fait le 7, en fait, moi je connaissais pas du tout Final Fantasy, j'en avais rien à foutre à la base. Et donc j'avais renommé mes personnages en fonction de jeux que j'avais fait juste avant, et juste avant ça, j'avais joué à Link's Awakening. Tifa, je l'avais renommé Marine, comme dans Link's Awakening. Et Iris, je l'avais renommée Marjorie, parce que c'était une fille que tu aimais bien. Et comment tu te renseignais, toi, sur les jeux? Parce que, par exemple, comment t'es tombé sur FF7? Ah, FF7, bah, par les magazines. Hein. Ouais. À l'époque, j'achetais console plus, joystick, joypad, tout ça. Et du coup, c'est par les magazines qu'on faisait le truc. Et c'est vrai qu'à FF7, la communication, elle était tellement monstre autour du jeu. Je l'ai pas acheté, je pense pas que je l'ai acheté Day One. C'était rare les jeux. À l'époque, il n'y avait pas ce truc de oh là là, Day One. C'était rare en fait. Console à la limite. Même pas en vrai. Il n'y avait pas ce.
Parce que déjà, ça a tout arrivé en décalé hein, par rapport au Japon. Et les sorties françaises, c'était pas la même que la sortie allemande, qui était pas la même que la sortie... Enfin, c'était rarement synchronisé. Ça sortait même pas déjà au même moment partout en France. Donc, c'est vrai qu'il y avait pas ce truc de... il me faut le truc Day One. Je pense que c'est surtout arrivé après les années 2000, après avec Internet et beaucoup après avec la grosse popularisation, je pense à la PS2. La PS2, il y a vraiment eu ce truc de on la veut Day One. Mais la PS1, j'ai pas les souvenirs qu'il y a eu la méga hype de oh mon dieu, ça sort, je la veux maintenant, les files devant les magasins, machin. Ça, c'est vraiment arrivé avec la PS2, je trouve. La PS1, c'était la première. Ouais, la PS1, c'était la première, c'était juste une nouvelle console, quoi, en fait. Et puis surtout dans une période où il y avait des nouvelles consoles quasiment tous les 6 mois, quoi, en fait. Donc là, ouais, moi, c'est FF7, je l'ai acheté un peu après sa sortie, je pense. Et bien sûr, exceptionnel. Et je vois Discord, bon. Did you get the number of that donkey cot? Hey, whose monkey is this? C'est trop bien, mais Discord, je l'ai fait intégralement avec une soluce parce que c'est impossible, sinon c'est trop chiant. Vraiment. En fait, Discord, c'est vraiment le RPG à l'ancienne où c'est genre il faut fusionner la banane avec le banc pour faire une voiture, ça n'a pas de sens, c'est impossible à faire sans soluce. Non, moi Discord, non, j'ai joué sur PlayStation 1 parce que mon PC, je l'ai eu que... J'ai eu mon premier PC, j'avais 17 ans. J'ai eu mon premier PC quand j'ai appris l'existence d'internet chez un pote parce qu'il allait sur Voilà Chat et il discutait avec des gens et je me dis mais attends c'est fantastique, je veux dire que tu peux discuter avec des gens sans sortir de chez toi, c'est génial. Et c'est comme ça que je me suis dit ah il me faut un PC pour avoir internet. Ah SimCity 2000. Ça pète. SimCity 2000 exceptionnel. Même les musiques qui pourtant te vrillent la tête me plaisent énormément. Je l'avais racheté il y a pas très longtemps parce que j'avais perdu la boîte. Et c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, SimCity 2000, jeu de construction de ville, bien sûr. Moi, j'avais pas eu SimCity sur Super NES, parce que c'était sur Super NES et que c'était mes voisins qui avaient la Super NES. Moi, je l'avais pas. Donc, j'avais découvert les jeux de gestion avec Theme Park sur Mega Drive. Et SimCity 2000, c'était vraiment l'étape au-dessus. Et c'est vraiment... j'y ai joué, mais des dizaines, des centaines d'heures, je pense. J'avais atteint une ville vraiment... J'avais atteint le stade des archéologies, qui sont le dernier stade des bâtiments que tu peux construire à la fin, le moment où vraiment tu as tu peux faire vraiment des espèces de bâtiments résidentiels qui font habiter 10 000 ou 20 000 personnes. Et il y avait vraiment ce truc de voir ta ville évoluer, de voir les quartiers dépérir, de changer les lois pour augmenter l'industrie locale, machin. Et plus tu réussissais, plus ce plaisir en fait au début tu as des petites maisons qui deviennent des bâtiments, qui deviennent des gros bâtiments à grosse densité et ça évolue et plus ton quartier il est agréable à vivre, plus tu vois les bâtiments qui deviennent classe et futuristes. Trop bien, vraiment SimCity 2000 je m'étais régalé dessus. PlayStation, t'es à quel âge là? J'achète la PlayStation, en fait, à la base je vais au magasin pour acheter la Mega CD, parce que j'avais la Mega Drive, donc j'y vais pour acheter l'extension, la Mega CD, et le vendeur du magasin, très honnête, me dit, mais attendez, vous allez pas acheter ça, c'est de la merde quoi, il y a la PlayStation qui sort dans une semaine, j'étais même pas au courant, tu vois, que la PlayStation sortait, et j'achète la PlayStation pour 2100 francs à l'époque, prix de sortie, et je l'achète avec, alors au début j'avais que Demo One, mais je pense que j'ai dû acheter Destruction Derby aussi assez vite. Donc c'est comme ça que je découvre la PlayStation et c'est trop bien. Et ça c'est 3 jeux que j'ai eu. Risk, parce que je jouais aux jeux de société, j'aimais bien les jeux de société et c'est trop cool. Risk, voilà. Et en fait le truc c'est comme moi j'aimais bien les jeux de société, mais mes potes aimaient pas forcément les jeux de société parce que c'était un peu chiant et des fois ils avaient pas envie de se foutre devant une partie de Risk pendant 8 heures. Moi j'ai eu des potes, les potes que j'ai eu, hein, c'était vraiment en mode on va jouer au foot et du coup, sauf que bon j'y allais des fois pour faire plaisir, mais au fond j'avais juste envie de m'asseoir sur une chaise ou de jouer à un jeu ou de sortir la console, de jouer à un jeu de société. Soviet Strike, j'aime beaucoup la série des Strike, je les ai quasiment tous eus. Soviet Strike, premier jeu des Strike sur la série PlayStation. Avec, en plus, il y a... Enfin, c'est super bien monté, l'ambiance des jeux, les cinématiques dans les jeux, dans les strikes sont fantastiques. En fait, c'est vachement monté comme un truc très récent et c'est très étonnant parce que c'est super dynamique, c'est vraiment monté comme un truc que tu aurais pu voir sortir en 2010-2015. On contrôle un hélicoptère et on doit faire des missions. Et derrière, il y a eu la série des Nuclear Strike, il y a eu le Nuclear Strike qui était le dernier, peut-être le dernier, je suis même pas sûr, sur PlayStation aussi.
Pareil, c'était trop bien monté. Les missions, en fait, moi, j'étais un bordeur de films de guerre à l'époque, et du coup, les missions où t'avais plein de trucs d'analyse de tank. Oui, alors attention, les ennemis, ils ont des BRDM2, c'est du matériel soviétique, il faut attaquer par là parce que c'est plus fragile. Enfin, j'aimais trop, moi, ça, j'aimais trop l'ambiance que ça mettait. Et d'ailleurs, évidemment, puisqu'on est dans la guerre aussi, alerte rouge. Alerte rouge avec le pitch de base qui est un what if, qui est une uchronie de qu'est-ce qui se passerait si Einstein était retourné dans le passé pour tuer Adolf Hitler à sa sortie de prison en 1920 quelque chose, je sais plus. Et donc tout le pitch c'est que ce sont les Russes qui envahissent l'Europe, ce qui évidemment est une fiction. Des très belles cinématiques aussi, alors. Alerte rouge, ouais, des très belles cinématiques avec un jeu d'acteurs fantastique, avec un Staline qui en fait tellement trop. Alors comment se fait-il que les Alliés aient pu éliminer l'installation de Sovrenko? Avec Staline qui a son assistante... sexy avec un accent russe, enfin c'est n'importe quoi, c'est vraiment un nanar exceptionnel. Les bombes sont presque prêtes, camarade Staline. Les derniers éléments doivent quitter la base aérienne de Gorzov. Mais c'est très très drôle. Et c'est même beaucoup plus nanar que pouvait l'être Command & Conquer. Ou Command & Conquer, il y avait un peu un truc qui se prenait au sérieux. Là, Alerte rouge, c'est vraiment schnaps, c'est n'importe quoi, les acteurs font n'importe quoi, le scénario c'est n'importe quoi. Et toi, c'était quoi le rapport de tes parents, quand t'étais jeune, de tes parents aux jeux vidéo? C'était ça rend dangereux, ça abrutit ou pas du tout? C'était faut pas y jouer, hein. Moi c'est... Ça, après, en vrai, ça va. Ma mère m'a pas interdit de jouer à des consoles, mais c'est vrai que c'était arrête, va dehors, fais des trucs. Voilà, c'était toléré, mais pas vraiment accepté. Mais il n'y avait pas ce délire de non, ça rend fou, machin, etc. Le délire, les jeux vidéo, ça rend fou, c'était vraiment fin 90 en vrai. C'est début 90, sur toute l'ère Mega Drive, Super NES, c'était un peu. Qu'est-ce que c'est que ces trucs, c'est bizarre. Voilà, c'est vraiment après, ouais, c'est ça. Après la tuerie de Columbine. Peut-être, je sais pas si c'est vraiment après Columbine, mais c'est vraiment arrivé fin 90. Je pense que c'est vraiment arrivé avec les jeux vraiment visuellement violents. Ouais. Mais ouais, j'étais à London. Quand c'est arrivé avec vraiment j'étais à London et que tu pouvais rouler sur des gens et que ça faisait splosh quand tu roulais dessus et que c'était un peu rigolo, bah là c'est vraiment où les gens ont commencé à... Ça et puis les FPS aussi. Quand il y a eu les... Carmageddon, les Doom, les machins, etc. C'est le moment où vraiment ça a commencé à grincer des dents en fait. Colony Wars aussi, je le montre aussi parce qu'en fait quand je jouais à Wing Commander, il y a eu ça qui est sorti également, Colony Wars. Alors, Wing Commander, c'était des cinématiques, enfin, avec vraiment des vrais acteurs, dont Mark Hamill, on en parlait tout à l'heure. Et Colony Wars, quand c'est sorti, c'était vraiment de la 3D dégueulasse, les cinématiques. But now he knew what we were capable of. He would undoubtedly try again. C'était ce moment où en fait le passage où on a mis du FMV dans le jeu vidéo, il a vraiment duré 2 ans, 3 ans à maximum, et après on a tout viré pour faire full 3D, et je trouvais ça tellement dommage parce que du coup Colony Wars, le gameplay était vachement mieux que Wing Commander qui était vraiment assez figé dans les mouvements des vaisseaux, dans les combats, c'était pas agréable, là où Colony Wars était beaucoup plus agréable, mais par contre les cinématiques étaient épouvantables. Mais je me souviens, alors je crois que c'était pas dans le jeu de base, mais c'est peut-être dans l'extension, qu'il y a une fin quand tu gagnes la campagne avec les... En gros, t'as 2 versions où tu te bats contre les rebelles, avec les rebelles, ou tu te bats avec l'Empire, enfin l'Ordre, quoi. Et je me souviens que quand tu réussis la campagne avec l'Ordre, tu as la cinématique de fin du point de vue de la rébellion. Alors peut-être j'inverse les trucs, ou c'est l'inverse, mais où en gros, t'as vraiment les mecs décident de détruire leur planète plutôt que de se rendre à l'ennemi. Et c'est vrai que la cinématique, elle m'avait fait un peu bader à l'époque, je m'en souviens très bien. Now there is no victory. I hear a familiar sound approaching. Civil War. Ça, j'en ai jamais parlé. J'en ai jamais parlé parce que j'ose pas. Je l'ai déjà évoqué en stream, Panzer General. Ça, alors là c'est le 2. Ça c'est Panzer General 2, c'est Allied General. Moi j'avais le Panzer General 1, c'est le jeu où tu joues les Allemands. Là tu joues les Alliés. C'est un jeu, je pourrais en faire un épisode des jeux qui m'ont marqué, mais je l'ai jamais fait, parce que j'ose pas, parce que j'ai pas envie que les gens me prennent pour un fou, mais j'ai énormément poncé, ça a été mon introduction à ce qu'on appelle communément la grande stratégie. La grande stratégie, c'est vraiment les jeux avec des hexagones, c'est vraiment genre tu déplaces des petits tanks sur des hexagones, machin, etc. C'est
ultra austère. C'est vraiment, il faut regarder les stats. Alors attends, alors le Panzer 3, il a une pénétration d'armure de 4, alors que le Panzer 2, il a plutôt une pénétration d'armure de 2, mais il tire des obus explosifs, c'était mieux contre l'infanterie. Tu vois, c'est vraiment ce genre de jeu. Défi de merde. J'ai réussi dans Panzer Général 1, encore une fois, c'est pas le bon jeu, hein, celui-là, à gagner la guerre avec les Allemands en prenant Moscou, Stalingrad et Leningrad, alors que c'est quasiment impossible parce que vraiment le jeu te pousse à suivre l'histoire et vraiment il faut une combinaison et je l'ai recommencé des dizaines de fois cette mission pour réussir à gagner la guerre avec les Allemands et du coup quand tu réussis à faire ça, ça développe 2 scénarios alternatifs qui sont l'invasion de l'Angleterre et l'invasion de l'Amérique. Je ne suis pas fou, d'accord, ok. C'est un jeu vidéo, alors je l'ai eu sur PC, j'aime bien la série d'ailleurs, on est peut-être en train de réfléchir pour faire un épisode sur les Arkham Asylum un jour, exceptionnel. Arkham Asylum, pour moi, c'est vraiment... Je sais que les gens adorent Arkham City. J'aime tous les Arkham. En fait, j'aime vraiment tous les Arkham. Arkham Knight, même le préquel qui était fait par une autre boîte qui était Arkham Origins. Même ça, je l'aime bien parce qu'en vrai, quand t'as joué aux jeux d'après qui sont là, le Gotham Knight, c'est vrai que quand tu joues à Gotham Knight, tu te dis ah en fait c'est... tu te dis en fait Arkham Origins, en fait ça va. Voilà. Parce que Gotham Knight, c'est épouvantable. Vraiment, on pourra en faire un JDG, c'est de la merde, c'est vraiment de la chiasse étalée sur les murs Gotham Knight. Et pour moi, Arkham Asylum, le meilleur de la série, parce que c'est un putain de couloir. Et du coup, le rythme, tu t'ennuies jamais en fait. Le truc, c'est que dans Arkham City, t'as vraiment ce truc où des fois c'est un peu mou, puis t'enchaînes les énigmes de l'homme mystère, et t'es en mode ah celle-là je la trouve pas, et tu commences à tourner en rond, et au bout d'un moment t'oublies un petit peu ce que t'étais en train de faire à la base, tu oublies l'histoire principale. Et dans Arkham Asylum, ça n'arrive jamais, c'est extrêmement bien rythmé en fait, et t'as très peu besoin de backtracker, alors que dans Arkham City, bon, je sais que c'est un open world, donc techniquement, c'est pas vraiment du backtrack. Des fois, je trouve que ça casse un peu le rythme, alors que dans Arkham Asylum, je trouve que le rythme est parfait, l'histoire est parfaite, qu'il y a tous les ennemis que tu veux voir, donc c'est génial. Asylum, tu backtrack, mais ils te changent la map, ils détruisent des trucs, donc ça va. Oui, en fait, il y a un peu de backtrack, mais c'est pas chiant. En fait, c'est pas chiant, notamment que le backtrack qu'il y a dans Asylum, c'est en général quand tu retournes dans les salles avec les ennemis, ils ont des nouveaux comportements. Par exemple, ils ont des trucs pour détecter les gargouilles. Enfin, tu vois, donc ça change et ça évolue un peu. Mass Effect, bien sûr. Alors. Là, c'est la version Xbox. Moi, j'ai joué sur PC. Le 1 est dur, maintenant. Le 1, il est... alors, ils les ont remake. Il y a pas longtemps, il y a les Mass Effect Remastered. Mais même Remastered, le 1, il est vraiment dur avec le système d'objets qui s'entassent dans ton inventaire, qu'il faut dézinguer pour en faire du Medigel, machin. Le 1, il est vraiment dur. C'est vrai que c'est con parce que... en plus, c'est vraiment le moins bon des 3, je trouve, le 1. Même avec toute la shitstorm qu'il y a eu autour du 3. Je trouve que le 1... il a du mal à démarrer, le rythme il est un peu pâteau, surtout que le 3 en plus, la conclusion du 3 contredit un peu le 1, parce que finalement tout ce que tu fais dans Mass Effect 1, ben, à la fin du 3, c'est littéralement le choix vers lequel le jeu te pousse, en te disant ben voilà, ça c'est la bonne fin, alors que c'est vraiment ce que tu essayes d'empêcher pendant tout le 1, de faire dans ce que tu fais à la fin du 3. Donc ouais, mais il faut s'accrocher en fait, il faut s'accrocher. Le jeu, je dirais que ça met vraiment au moins 4-5 heures à démarrer en fait, mais une fois que ça a démarré, après c'est cool, mais il faut réussir à s'accrocher, et je sais que le rythme du 1 il est pas facile. De toute façon le 2 c'est toujours pareil, le 2 c'est toujours le plus facile à faire parce que tu as introduit tous les éléments, tu peux mettre un cliffhanger de bâtard et donc ne pas conclure l'histoire en mode je m'en fous, c'est un problème pour plus tard. Donc les 2 c'est toujours les plus faciles à faire d'une manière générale. Non oui, Mass Effect 2 il est très bien, c'est le mieux rythmé, mais c'est vrai que rétrospectivement, maintenant le 3 je l'apprécie, a posteriori. Bon, la fin est un peu feignante je trouve, mais ça va, c'est bien. Et tu as parlé de 3 jeux, mais tu oublies Andromeda? Oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas Andromeda, jamais entendu parler. C'est de la merde. Voilà, je veux pas passer par 4 chemins, pas mettre les formes, c'est de la merde. C'est juste de la merde. Même avec tous les patchs coopératifs, c'est de la merde. Le gameplay, c'est de la merde. L'open world, c'est de la merde. Les ennemis, c'est de la merde. L'histoire, c'est de la merde. Tout est de la merde. Voilà, dans ce jeu, il n'y a rien à sauver. C'est quoi ça? C'est la boîte de l'Atari. Oui, c'est la 7008. En fait, ma première console, comme je t'ai dit, c'était une Lynx Atari. Ça, c'est l'Atari 7008. C'était même pas la plus répandue, en fait. La plus répandue, c'était l'Atari 2006. J'avais vu... C'était chez mes demi-sœurs où j'avais vu Astéroïde tourner.
c'était un peu tard parce que la NES existait déjà. Donc c'est vrai que quand j'avais vu Astéroïde tourner, j'étais un peu en mode c'est quoi ce truc, ça a l'air vieux, pas beaucoup d'intérêt. Et j'ai jamais eu. C'est la génération, c'est trop vieux pour moi. Ça c'est déjà trop vieux pour moi. C'est la génération d'avant. Ça c'est la deuxième génération. C'est la deuxième génération de console, on appelle ça. Moi je suis plutôt sur la troisième, c'est-à-dire moi j'ai grandi avec la NES, la Master System, etc. Ah oui, MMO. Bien sûr. Quand même. Ouh, j'ai énormément perdu de temps là-dessus. Ça, Dark Age of Camelot. Now you can join this epic struggle and lead your realm to victory. This is Dark Age of Camelot. C'est pas mon premier MMO, parce que mon premier MMO c'est un truc où il n'y a même pas de boîte d'ailleurs, mon premier MMO c'était la 4ème prophétie sur les serveurs Goa à l'époque, c'est qui était la branche jeux vidéo de France Télécom, et c'était mon premier gros MMO on va dire, parce que la 4ème prophétie ça restait des serveurs de 250 personnes à peu près, c'était plus comme une espèce de jeu de rôle un peu extended. Dark Age of Camelot là c'était un vrai MMO avec des serveurs de 1500, je crois que c'était entre 1500 et 2500 personnes il me semble. C'était aussi mes premières insultes sur les forums, c'était j'avais dit un truc assez connu dans Dark Age of Camelot qui est resté à travers le temps, c'était qu'en fait tout le principe du jeu c'était que c'était 3 royaumes qui s'affrontent, et donc il y avait le royaume d'Hibernia, de Albion et de Midgard, donc qui sont 3 factions différentes avec des races différentes, dans une ambiance différente, avec chacun, genre Midgard ça va être de la neige, Hibernia ça va être vraiment l'Irlande un peu, la féerie, la magie, etc. Albion c'est très Camelot, le roi Arthur, et donc c'est 3 factions différentes qui s'affrontent pour le contrôle de forts et de reliques en fait, sachant que le problème c'est que c'est un jeu en ligne, donc les reliques tu peux les prendre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et comme très vite c'était le début un peu de l'optimisation, hein, du coup les gens se sont dit mais attends, pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à aller attaquer les reliques en plein jour quand il y a des défenseurs, alors qu'on pourrait juste y aller à 5h du matin quand il n'y a personne. Et donc ça a donné des débats enflammés à l'époque. Alors il y avait pas, moi j'étais pas sur JVC, vous savez, j'étais sur Jeux Online à l'époque, et donc ça a donné à des débats que j'appelais de la joute verbale, parce qu'en fait Jeux Online c'était un forum qui était très modéré, avec beaucoup de modérateurs, et donc tu ne pouvais pas insulter gratuitement les gens comme tu le faisais par exemple sur le 15-18. Donc ce qu'il fallait faire c'est pousser l'adversaire à la faute, c'est pour ça que j'appelle de la joute verbale, en étant le plus condescendant et méprisant possible, mais sans jamais franchir la ligne rouge, de manière à faire craquer la personne en face pour qu'elle t'insulte et elle se fasse modérer. Et quand t'arrivais à faire ça, c'était vraiment un sentiment de... Ah, c'est indescriptible. Ça, quand t'arrives à faire craquer l'adversaire, là, qui t'insulte de gros fils de pute, et que derrière son compte se fait modérer, et que t'as le truc, genre, la personne a été bannie pendant une semaine, et que toi t'es en mode, ah oui, alors que tu sais que c'est toi qui l'a attaqué, qui l'a provoqué, ah, c'est tellement bon. Et j'étais très fort pour ça j'ai déjà raconté, mais... Il y avait un moment donné sur le jeu où il y a une classe qui a été rajoutée qui était vraiment débilement forte, qui s'appelait l'animiste. Ça, en fait, elle pouvait caster à travers les murs des forts. Donc ça veut dire que vraiment, t'avais 3 animistes dans un fort, c'était impossible. Ils plantaient des champignons, ça faisait des sorts, et comme il n'y avait pas de ligne de vue, ça butait les ennemis à travers la porte et à travers les murs du fort, alors que tout le monde pétait un plomb sur les forums pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde, mais nerfez ça, au secours, on peut plus jouer, juste... Moi j'avais juste balancé un... Ouais, bah, use tactics, les gars, vous avez qu'à être meilleurs. Enfin en gros ça voulait dire ça, et ça les gens avaient brûlé, moult gens ont été bannis grâce à moi sur cette période, voilà. Alors j'y ai joué pas mal d'années, j'ai fait les extensions Trial of Atlantis, et Shrouded Isles, je crois. Je me suis un peu arrêté, c'était aussi les premières fois où je jouais avec des guildes, etc., dans des groupes, on faisait vraiment du PVP, du royaume versus royaume, et notre dédicace à mon ancienne guilde, les Tempestes d'ailleurs. C'est l'époque où j'ai commencé à faire des machinima, donc c'est le début de mes périodes où j'ai appris à faire du montage, où j'ai appris à toucher Adobe Premiere, à toucher les FX avec After Effects. Quand je faisais des machinima qui étaient signés Odessa Grimwood à l'époque, c'était mon pseudo. À l'époque, il n'y avait pas sur Dark Age of Camelot, il n'y avait pas encore la possibilité de faire vraiment du After Effects comme sur Warcraft où il y avait un modèle viewer, etc. Non, sur Dark Age of Camelot, il fallait vraiment appeler des gens et leur dire ok, alors quand je gueule action dans le chat, tu pars de là, tu descends les escaliers, tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, tu fais un emote, tu fais coucou, tu fais slash wave à lui qui va arriver de l'autre côté. C'était vraiment du vrai boulot de réal. C'est vraiment de la réal, mais dans un jeu, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo en fait. Ouais, et après, bien sûr,
On a switché. Alors c'est pas la version, c'est pas la base. Hein. Ça c'est une collector, c'est le tout dernier. Mais on a switché après sur World of Warcraft à partir de 2004. En vrai, à partir de 2003, parce que moi j'ai fait la bêta de WoW qui a commencé en 2003 également. Blizzard Entertainment proudly invites you to experience Warcraft from a whole new perspective. Donc j'ai monté 2 fois un perso sur Vanilla en jouant un druide spé heal. Donc j'ai monté 2 fois un personnage uniquement spé heal sur WoW. Il faut être zinzin pour faire ça. Vraiment, les gens qui en plus joué à Vanilla savent à quel point c'est dur. Et c'est vraiment des centaines d'heures juste pour monter son personnage. Mais c'est vrai qu'en fait Warcraft, on a arrêté lorsqu'il y a eu l'extension. Alors c'était Burning Crusade, l'extension Sunwell, le Puits du Soleil, dernière extension dernière partie de la première extension. C'est à ce moment-là où j'ai arrêté parce que notre guilde elle était rincée par de fatigue parce qu'on avait eu 8 mois à farmer en boucle Illidan et les donjons de la première extension parce qu'il n'y avait pas eu de nouveau contenu. On était rincés et quand le Puits du Soleil est arrivé, on n'en pouvait plus. Tout le monde a plus ou moins pause, même si après ils ont repris, mais on avait pause à peu près à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était vraiment la période où pour moi les MMO, j'ai eu une très longue période de MMO. Hein. Toute ma période qui date de 2001 jusqu'à 2007 quasiment, j'ai joué à rien à part des MMO, vraiment rien. Il y a un trou, j'ai vu aucun film, j'ai joué à aucun jeu, je n'ai fait que jouer à Dark Age of Camelot et World of Warcraft et Warhammer Online et tous les MMO que j'ai fait. Et c'est vraiment une période qui a été un peu dure pour moi parce que c'est vraiment le moment où WoW c'était devenu un second taf en fait. Et c'est vraiment genre je sortais des études que je faisais et j'étais en mode putain faut aller jouer à WoW, vas-y nique, faut aller farmer les composants, les élixirs et les merdes et les potions et les trucs et j'avais plus aucun plaisir à jouer mais je le faisais et c'est là où je trouve que beaucoup de gens font l'erreur et confondent l'addiction aux jeux vidéo avec l'addiction au côté social des jeux vidéo en fait. Où c'est vraiment, tu le fais et tu t'acharnes parce que tu ne veux pas perdre tes amis en fait. Parce que si jamais tu arrêtes, tu perds d'un seul coup, tu perds tous les amis que tu as et tu n'es plus en contact avec eux. Et si tu vas plus au raid, bah, tu parles plus à personne. Enfin donc, et je pense que pour beaucoup de gens, l'addiction aux jeux vidéo, c'est ça. Ils sont pas addicts aux jeux vidéo, ils s'en foutent du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un support pour le côté social en fait. Et c'est vraiment le moment où, quand on a arrêté, j'ai eu cette libération parce que je me suis dit, putain, c'est terminé et j'ai pas lâché, tu vois. C'est pas moi qui me suis barré. C'est genre... On a tous arrêté, voilà. C'est le truc s'est arrêté, et c'est pas moi qui me suis barré, voilà. J'ai pas été un lâcheur, quoi. T'as gardé contact avec des gens de la guilde à l'ancienne ou pas? Quelques-uns, parce qu'ensuite avec quelques-uns, en fait, on a enchaîné sur un autre jeu, sur Warhammer Online. Il y en a énormément, notamment de l'époque de Dark Age of Camelot, avec qui j'ai malheureusement perdu contact et je me demande ce qu'ils font actuellement. Mais c'est vrai que j'en ai gardé quelques-uns, on va dire. Je vois École Dauphin. Même pas envie de le toucher avec les doigts. Tout est pensé pour que tu passes une journée de merde. Niquez vos mères, ça fait pas la taille d'un dauphin, un crabe. Écoute, ça va, enfin c'est cul. Non, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment horrible. Ah non mais c'est horrible. École Dauphin, c'est absolument horrible. T'as vu qu'il y a un remake d'ailleurs? Oui, il va y avoir une suite. Il y a plusieurs jeux École Dauphin. Hein. Tu sais que nous on a parlé de 1, mais il y a École Dauphin, il y a École Dauphin 2 Tides of Time, il y a Echo Junior, la version pour les petits, Echo sur Dreamcast, et donc il va y avoir un 5e jeu Echo qui va sortir bientôt. Effectivement, non, c'est une idée de merde. C'est vraiment. Enfin après, il faut voir comment ils le font. Mais surtout, c'est déjà c'est dur, et le deuxième, il est encore plus dur. En plus, le scénario est débile, quoi. Vraiment, c'est une histoire de dauphin qui se bat contre des extraterrestres en voyageant dans le temps. C'est con, putain. C'est un dauphin, quoi. Oui, bah, j'ai eu la Mega Drive 2. C'est pas ma première console, je crois que c'est ma 3e console en vrai, la Mega Drive 2. Bah évidemment, j'ai eu les classiques, j'ai eu Sonic, j'ai eu le Roi Lion, j'ai eu j'ai Aladdin bien sûr. J'ai pas énormément de gros souvenirs de la Mega Drive 2. C'est pas la console sur laquelle j'ai eu le plus de jeux en vrai, parce que ça coûtait cher. Hein. C'est une période où ça coûtait extrêmement cher. Et surtout, on avait une petite télé en fait. Nous, on avait vraiment une toute petite télé, une télé qui était même plus petite que la taille de cette boîte, qui devait faire vraiment. C'était du 12-15 pouces, quoi, tu vois. C'est pas extrêmement agréable de jouer dessus. C'est le moment
où j'avais la Master System, j'ai eu la Master System et la Mega Drive en même temps, et c'était un moment où j'étais encore incertain dans mon truc de vais-je devenir un geek, vais-je devenir un mec qui joue au foot comme un connard, voilà, mais finalement j'ai choisi l'option geek. C'est surtout avec la PlayStation en fait que ça a explosé. Bon, Mr Nuts, c'est un écureuil. Alors j'ai peut-être juste un truc à dire là-dessus, voilà. En fait, c'est un jeu, je sais même pas si je crois que je l'avais eu. Mais c'est surtout que pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est juste en fait, quand j'étais petit, je faisais des bandes dessinées. Je dessinais notamment parce que j'aimais bien les Tiny Toons, et genre je dessinais des histoires, en fait je faisais des mélanges, un peu des crossovers entre Dragon Ball Z et les Tiny Toons. Voilà, en gros c'est à peu près ça que je faisais. Et en fait, Mr Nuts, il y avait un personnage de putois que j'utilisais, qui était mon personnage principal dans mes BD, dont je m'étais beaucoup inspiré du design de la queue, en fait, et de la forme de la queue, et du look global du personnage, qui fait très Tiny Toons, en fait, quand on le voit, il ressemble un peu à Buster, à Pépé le putois. Et donc du coup, voilà, je m'étais juste inspiré de ce design, et c'est vrai que mes personnages ressemble beaucoup à ça, du coup, au niveau de la forme des yeux, du regard, etc. Et le jeu, il est bien ou pas? C'est random. C'est vrai, il y a pas mal de jeux que j'aurais aimé retrouver et que j'ai pas retrouvé là. Du genre, je pense à Gunship, Gunship sur PlayStation. C'est typiquement le genre de jeu qui m'a marqué, mais où genre c'est impossible d'en parler. Gunship sur PlayStation, c'était un jeu où on pilote un hélicoptère, et c'est vraiment, je pense que c'était un peu différent des autres là-dessus, hein. Il y a zéro fun, c'est ultra chiant, c'est vraiment genre, oui alors il faut faire cette mission, vous êtes dans un hélicoptère, l'ennemi est à 45 minutes, et donc vraiment, je kiffais. Je pense qu'il y avait déjà les graines de Star Citizen, tu vois. Le voyage de se dire, vas-y, je décolle mon hélicoptère, je mets le cap, je pilote pendant 15 minutes, il ne se passe rien. Juste, pendant 15 minutes, t'es juste là avec l'hélicoptère qui fait... Et il n'y a rien d'autre à l'écran que des indicateurs verts, parce qu'en plus, comme c'est en mode un peu, c'est un peu guerre du Golfe, donc c'est un peu en mode tout est vert et noir, tu vois. Donc tu vois rien, t'as juste des petits points qui brillent en te disant il y a un ennemi à 3,5 km devant vous. En plus, c'était vraiment réaliste, donc de temps en temps, t'as un truc genre la voix qui fait ennemi à 4 km, et donc tu le vois pas, parce que le truc est à 4 km. Donc t'appuies sur un bouton, puis t'entends juste le missile qui fait... Ennemi détruit. Voilà. Et donc il y a rien, mais je kiffais le jeu, vraiment je kiffais le jeu, juste je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai très vite aimé ce côté réaliste du jeu vidéo. Gunship, voilà, c'est le côté réaliste. Panzer General, ce côté un peu réaliste de la gestion de troupes. J'ai jamais été trop dans le fun. Après c'est peut-être aussi parce que j'ai tellement soupé de jeux de plateforme qu'au bout d'un moment j'avais envie d'en dégueuler, tu vois. Et donc le côté réaliste du jeu vidéo m'a beaucoup plus plu. Ça et les RPG aussi. Un peu de... T'as eu une console portable, toi, quoi? Game Boy, tu as eu? Ouais, j'ai eu la Game Boy, j'ai eu la Lynx Atari. T'as eu des Game & Watch, des trucs comme ça? Ouais, bah les Game & Watch, j'ai eu les merdes là que tes parents t'achetaient parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Ils te disaient oui, j'aimerais bien Tetris, et ils te ramènent, tu sais, la vieille console torsadée comme ça là. Tu vois très bien tout le nombre de consoles qui prenaient un look qui ressemblait un petit peu à la Game Boy. C'est vraiment les trucs qui sont faits pour tromper les parents, qui vont acheter un truc, qui ont envie de faire plaisir, qui se disent bah je vais pas prendre la Game Boy, ça coûte 400 balles, je vais pas prendre ça alors qu'il y a ce machin qui vaut 100 balles, tu vois. Et le nombre ça c'est un truc qui a vraiment disparu, c'est les plagiats de consoles destinées à tromper les parents en fait. Ah bon, la Game Boy bien sûr je l'avais eu, c'était trop bien, j'avais Tetris, j'avais mon meilleur souvenir, c'est évidemment... Est-ce qu'il y est par là d'ailleurs, Link's Awakening. Ah. Ouais, c'est le genre de jeu qui peut partir vite aussi. Hein. C'est vrai que j'avais eu Super Mario Land 2, je m'en souviens très bien que je l'avais. Après, il y a tout un tas de... J'avais aussi un jeu auquel j'avais beaucoup joué, c'était un espèce de jeu de foot avec des personnages, c'est des personnages qui ont un peu une grosse tête, qui courent tous comme ça, là, je sais plus comment ils s'appellent, et je me souviens que tu pouvais mettre des grosses mythes dans la gueule des gens, et j'adorais. Par contre, toi qui étais Team Sonic, t'as un peu fait ta première trahison avec la Game Boy. Ça compte pas, la Game Boy ça compte pas. Tintin au Tibet bien sûr, Tintin au Tibet, alors Tintin au Tibet, le Roi Lion, moi je les ai eu sur Mega Drive, hein. Je les ai eu sur Mega Drive, Tintin au Tibet, le Roi Lion. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé que la Mega Drive, peut-être à cause des couleurs,
Mais je trouve qu'elle s'en sortait mieux pour les... Bon alors je sais qu'il y a le débat de Aladdin Super NES versus Aladdin Mega Drive, mais je trouve que le Aladdin Super NES, bon, le Aladdin Mega Drive est mieux, mais même le Roi Lion, je trouve que la version Mega Drive est mieux aussi. Et je trouve que la Mega Drive, elle a des couleurs plus bright, et ça s'adapte mieux à ce genre de jeu un peu adapté de dessin animé ou quoi. Pour moi, Tintin au Tibet, tu l'as rendu culte dans la francophonie quand même. Mais là, mais regardez, mais pourquoi est-ce que Tintin meurt frappé par une clochette? Comment une clochette qui pèse 10 putains de grammes peut tuer un homme de 25 ans? Le truc, c'est qu'on l'a un petit peu exagéré, parce qu'en vrai, Tintin au Tibet, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste un jeu qui est dur, c'est tout. Mais Tintin au Tibet, c'est pas de la merde, quoi. Tu vois, le jeu est très beau, il y a des belles mécaniques. Il y a ce problème classique qui va revenir sur tous les jeux infogrammes où tu sais jamais vraiment où est le bord d'une plateforme parce que les bords des plateformes, elles sont un peu diffuses. Tu sais, c'est genre, est-ce que ça va être le machin où c'est un peu triangulaire? Est-ce que ça va être le petit pixel qui dépasse? Est-ce que ça va être un peu avant? Et donc il y a toujours. Mais ça, c'est un problème qui va être constant sur tous les jeux infogrammes, c'est cette difficulté à voir les sprites, notamment aussi sur les trucs qui te tombent sur la gueule, où là c'est vraiment particulièrement flagrant dans Spirou par exemple, où t'as vraiment t'as des trucs marrons sur fond marron qui te tombent dessus, ça tombe tellement, c'est impossible à esquiver. Ça c'est vraiment le côté frustrant des jeux infogrammes, mais en vrai ça reste pas un mauvais jeu, parce que c'est vrai que c'est un problème qu'on rencontrait sur beaucoup de jeux de l'époque, quoi. Ces jeux merde dévoreront vos âmes. Infogrames. Mais en fait, la NES, c'est, je crois, une des consoles auxquelles j'ai le moins joué de ma vie. Après, Tortue Ninja, tu vois, voilà, j'y ai joué. J'ai ragé dessus comme tout le monde. Et si encore c'était juste un passage costaud, mais non, tout le niveau est pareil. Oui, en vrai, Tortue Ninja, c'est juste dur. C'est juste dur pour les standards de l'époque, Tortue Ninja, mais c'est bien sûr, en vrai, c'est un bon jeu. D'ailleurs, j'y ai rejoué il y a pas très longtemps. C'est juste qu'il est impossible. Par contre, les derniers niveaux sont... Enfin, impossible, non. Les derniers, on va dire jusqu'au niveau 5, 6, ça va. Les derniers niveaux, par contre, sont vraiment très très durs. Il faut un pattern bien précis et avoir tel truc précis à tel moment, sinon c'est mort. Mais après, non, oui, le jeu en soi est pas mauvais. C'est travailler à la mémoire. Dans le JDG, on a beaucoup joué sur... Nous, ce qu'on montre beaucoup, c'est quelle était la frustration d'un joueur de l'époque. Mais non, effectivement, le jeu, il est pas... On en a fait des jeux mauvais, hein, mais ça, c'est pas un jeu mauvais réellement. Chip and Dale, ouais, Chip and Dale, je le vois. Bah j'avais pas mal joué sur justement chez un de mes voisins. Ce jeu était cool parce que c'était un des rares jeux en coop et il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et bon, après j'étais même pas si fan que ça de la série Ranger du Risque. Honnêtement, je m'en foutais un peu. J'étais un peu indifférent à ça. Je préférais honnêtement les vieux tic et tac des années 40, 50 plutôt que Ranger du Risque. Je crois que c'est ça qui m'énervait. C'est quoi le dernier jeu vraiment récent là qui t'a marqué? Le dernier jeu récent qui m'a marqué, Baldur's Gate. Ouais, BG3, ouais, bien sûr. BG3, Outer Wild. Ouais, ça c'est... Oui, ça c'est BG3, ouais, BG3 c'était incroyable. Mais non, c'est Expédition 33. Expédition 33, le dernier auquel... Je finis rarement mes jeux en fait. Okay. Je finis rarement mes jeux parce que j'ai pas le temps. Mais Expédition 33, là pour le coup, je l'ai fini et c'est rare. Quand je finis les jeux, c'est vraiment rare, quoi. Donc ouais, là l'histoire était vraiment bien. On a pu parler avec les devs. Ça, vraiment, le jeu est génial, quoi. Le jeu est vraiment génial. Les musiques, bien sûr. Les musiques exceptionnelles. Mon gamin adore les musiques de Clair Obscur. Mais quand on est dans la voiture, souvent il fait Clair Obscur, comme ça. Ce que je trouve incroyable, c'est la portée de la musique sur les enfants. C'est Clair Obscur. Tu mets n'importe quelle musique, fait c'est Clair Obscur. C'est juste là, je vois qu'il y a Kakarot qui est là. Et Kakarot, je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens n'ont pas aimé et que pourtant, moi, c'est vraiment le jeu de rêve que j'ai toujours attendu. En fait, c'est le jeu où t'as des trucs qui refont l'animé. Tu te bats dans un monde ouvert. Du coup, tu peux visiter les villes, tu peux visiter le monde de Dragon Ball. C'est trop bien le jeu. Alors il y a tout ce truc avec les boules à ramasser qui est chiant à mourir, mais sinon je trouve que le jeu il est vraiment cool et c'est vraiment j'aurais vraiment, je pense,
pas tuer, mais blesser sérieusement ma mère pour... tu vois, genre juste à l'hôpital, tu vois, vite fait, tu vois, après rétablissement. Tu vois, mais pour pouvoir jouer à un jeu comme ça, parce que c'est... Les jeux DBZ, moi, DBZ, c'est une religion, en fait, hein, pour les gens de mon âge. Et les jeux DBZ qu'on avait, c'était... pas ouf, en fait, surtout pas ouf, qu'on se laissait souvent piéger par ce qu'on voyait dans les magasins. Moi, je me souviens que un jour, j'étais allé au Auchan et j'étais rentré dans un Micromania et j'avais vu la cinématique d'intro de Dragon Ball Battle 27, Ultimate Battle 22, 27, je sais plus comment il s'appelle. Et c'est le dessin animé, et tu dis c'est génial, je vais acheter ça, et tu joues au jeu et c'est pourri, quoi. Et c'est vrai que bon, après, il y avait les jeux sur Mega Drive. Moi, j'avais l'Appel du Destin sur Mega Drive. Je jouais avec mes voisins, on jouait, ça devait être Tenkaichi 2, je crois, il me semble. C'était sympa, c'était cool, mais ça c'est le jeu, vraiment ça, tu vois. Et genre, je sais, il y a eu Fighter Z, bon, moi je suis pas un grand fan de jeux de baston. Sparking Zero, c'est cool, mais putain, Sparking Zero, il n'y a pas les putains de cinématiques. Et je sais que c'est un truc, les mecs qui font les jeux DBZ, ils se disent ouais mais c'est bon, les gens ils la connaissent l'histoire de DBZ, fait chier, on va pas remettre les cinématiques, on va pas remettre les cinématiques pour la 50e fois. Si parce que c'est ce qu'on veut en fait, c'est bien sûr que si tu les remets les cinématiques. Et je trouve que c'est pour ça qu'Akarote c'est le bon compromis. Et tu rappelles Brigitte Lecordier, et tu rappelles tout le monde. Et tu rappelles tout le monde, en plus ils auraient pu faire une VF, ils l'ont pas fait. Et ça c'est chiant, cette mode maintenant de plus faire de VF quoi. Dans les gros jeux, il y avait tout le temps... Moi il y a dans les années 2000 à 2010, voire même au-delà, il y avait tout le temps une VF. C'était systématique, il y avait tout le temps une putain de VF. Et je sais pas à quel moment les gens se sont dit ah ben non on va pas mettre de VF. Pourquoi? Ok, c'est un petit budget, mais c'est tellement un ajout, c'est tellement un argument supplémentaire. Ça, je pense que c'est juste parce que les gens, ils ont commencé à acheter les jeux sans, même s'il n'y avait pas de VF, et du coup, ils se sont dit, bah, ça change rien, si les gens, ils achètent quand même, on s'en fout. Hein. Ah putain, mais c'est dommage, quoi.